Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je regarde la colonne à droite qui devrait m'annoncer l'arrivée des premiers internautes. Et c'est Karim Béranger. Salut Karim. Voilà, donc ça marche. Bon, alors, Samir El Ayachi, bonsoir. Samir El Ayachi. Non, je ne sais pas si vous m'aviez posé des questions. Non, je crois pas. Hein. Hantout Hafid Hantout, bonsoir. J'espère que je prononce bien votre nom. Hein. Kalim Béranger, salut. Le son est bon. Marie-Christine Huygen, c'est comme ça qu'on dit. Bonsoir. Yann Le Caron, bonsoir. Ah oui, oui, Samir El Ayachi, je vais vous dire, d'ailleurs, je vais commencer par Asselineau. Voilà, donc ne vous faites pas de soucis. Pepito Azul, c'est mon premier sujet. Après, juste une petite, comment dire, j'essaye de faire le point quand il y a sur sur la Palestine quelque chose de nouveau, voilà, quelque chose d'actuel. Alors, quel est le regard d'Israël sur la campagne électorale française? Bon, peut-être, je ne sais pas, on verra. Bonsoir Ali, oui. Donc, euh, je regarde toujours les colonnes là pour voir les gens qui s'amènent. Voilà. Donc, vous savez que cette semaine, Trump, le président Trump, Rim Halima, bonsoir. Samia Arab, bonsoir. Donc, le président Trump s'est intéressé, Cathy Camilona, oui, c'est ça. Mebrouka, bonsoir. Donc, Trump, bon, en général, comme les nouveaux présidents américains, ils font semblant de s'intéresser à la solution pacifique entre Israël et la Palestine. Bon. Et en général, bonsoir Al-Hassan, bonsoir Afifa, bonsoir Hamada. Alors c'est écrit en arabe, mais c'est un peu loin. Salam Cohen, je crois, non? Enfin, c'est un peu loin, bon. Bilal, bonsoir. Karim Henia, bonsoir. Franck Tison, bonsoir. Bon, alors, les salutations, c'est bon pour un moment. Donc, je vous disais que Trump a décidé, probablement avec la complicité, l'accord de Netanyahou, de faire croire qu'il s'intéressait à une solution de deux États. Et donc, il a envoyé un envoyé spécial. J'ai oublié son nom, mais bon, peu importe, vous pourrez trouver ça. Vous pourrez trouver ça dans les actualités si vous voulez. Donc, c'est un juif américain, religieux, qui a étudié en Israël, dans les écoles religieuses, et qui est pour les colonies israéliennes en Cisjordanie. Donc, très objectif.
Alors, donc, il est allé à Jérusalem, puis à Ramallah. Et à Ramallah, comment il s'appelle, le pathétique, le comique Mahmoud Abbas a fait son petit numéro en disant que, mais lui, il est ouvert à toute solution pacifique, il n'y a pas de souci, etc. Remarquez, ça fait seulement 25 ans qu'ils attendent, les Palestiniens. Vous savez, les Juifs ont attendu 2000 ans, donc les Palestiniens peuvent attendre encore un peu. Et donc, alors là, mais avec deux réserves sur ce début de négociation. En fait, ces négociations, salut Reda, salut Saïda, en fait, ces négociations servent de temps en temps, hein, mettons tous les 3 ans à peu près, on reprend les négociations. On attend, il y a un suspense, enfin un faux suspense, hein, parce qu'il n'y a rien qui arrive. Mais Trump a au moins dit une chose, il n'est pas question d'obliger les partis, les obliger à accepter un règlement, du style des conditions. Non, il faut que les deux parties décident par elles-mêmes. Donc vous imaginez, mettons, vous connaissez Tyson, enfin le champion du monde de boxe, contre un petit boxeur poids plume, et on leur dit, voilà, vous allez vous battre loyalement. Bon. Et il y a une chose qui est très intéressante et à laquelle vous devriez faire attention à partir des semaines suivantes. C'est Avigdor Lieberman, le ministre de la Défense, qui a levé le lièvre et il avait dit, voilà, s'il y a un transfert de territoire, c'est-à-dire, bon, on prend une grosse partie de la Cisjordanie et on rend le reste, mais il doit y avoir aussi un transfert de population. C'est-à-dire, nous prendrons une bonne partie de la Cisjordanie avec les Juifs qu'il y a dedans, et nous vous rendons les Arabes qu'on a chez nous. Hein? Pourquoi pas? Alors, et donc, on arrivera à un État avec 1% d'Arabes, un État juif avec 2 ou 3% d'Arabes, le rêve absolu des sionistes. Voilà, donc trêve de plaisanterie. Moi, je regarde ça avec un certain amusement. Enfin, amusement, c'est beaucoup dire parce que c'est assez tragique. Mais bon, mais après tout, le monde étant ce qu'il est, il vaut mieux en rire. Donc, plusieurs internautes m'ont demandé qu'est-ce que je pense d'Asselineau. Voilà. Est-ce que je vais voter Asselineau, etc. Alors, Farida, quelle serait selon vous la solution? La solution à quoi, Farida? Alors, donc, Asselineau, apparemment, il a un bon programme. C'est-à-dire, enfin, en tout cas, pour moi, c'est-à-dire, c'est un programme, comment dire, c'est un programme qui me paraît, pour moi, la seule solution véritable au problème de la France. C'est-à-dire reprendre la souveraineté, supprimer la dette, qui est une dette illégitime. Vous connaissez la loi de 1973 qui oblige le gouvernement français à emprunter auprès des banques. Vous savez, avant 1973, la France n'avait pas de dette. Or, Farida, oui, je suis pour une solution d'un seul État, évidemment, mais j'en ai déjà parlé. Peut-être je reviendrai plus tard. Mais pour moi, il est évident que c'est un seul État, bien sûr. Il ne peut pas y avoir 2 États, voilà. Il ne peut pas y avoir un État qui prend 95% et un petit État, un Bantoustan, qui contrôle 5%, est totalement soumis au premier. C'est invivable. Donc, oui, Payette, pour Asselineau, bon, mais
Donc je continue pour Asselineau. Moi, ce qui me pose problème, alors il y a divers aspects. D'où il sort Asselineau? D'où? Asselineau est un des plus hauts cadres des inspecteurs des finances. Il fait partie de la crème, de la crème, de la crème des énarques qui composent le corps des inspecteurs des finances généraux. Il y a même pas une centaine en France. Voilà. D'une part. Deuxièmement, il a travaillé pendant des années, il a été le collaborateur très proche de bon, c'est incroyable, de Pasqua, Charles Pasqua. Alors, pour les jeunes qui ne connaissent pas Charles Pasqua, Don Corleone, ça vous dit quelque chose? Le parrain, ça vous dit quelque chose? Pasqua, c'est le parrain. Voilà. Il était le chef de la mafia de la Ve République. C'est quoi cette mafia? Dans les années 60, pour protéger, dans un sens, c'était pas faux, pour protéger la République qui était menacée par l'OAS, les mouvements d'extrême droite qui ont voulu à De Gaulle d'avoir, entre guillemets, bradé l'Algérie. Il y a eu même des attentats contre De Gaulle. On a créé le SAC, le service d'action civique. Mais ce service d'action civique, il est devenu mafieux. C'est-à-dire, il faisait dans l'extorsion de fonds, dans la protection, dans le sens mafieux du terme, dans les assassinats, dans la confiscation d'argent, etc. Enfin bon, Pasqua, quand vous dites Pasqua en France, c'est le parrain. Voilà, c'est Don Corleone. Asselineau a travaillé pendant longtemps avec Pasqua. Bien. Il a travaillé avec Tibéri, c'est-à-dire le successeur de Chirac à la mairie à la mairie de Paris, qui faisait voter les morts. Bon. Alors, maintenant, voilà, admettons, et donc Asselineau apparaît il y a 3-4 ans, et comme par enchantement, il a beaucoup d'argent pour organiser son mouvement, ses meetings, et il a 500 signatures. Non mais attendez, vous savez, en France, il n'a aucun parti derrière lui. Enfin, il a quelques milliers de militants. Vous savez, pour réunir 500 signatures, il faut se lever tôt. C'est-à-dire, enfin, il y a des candidats très sérieux qui n'arriveront même pas à réunir quelques dizaines. Et lui, il réunit 500 signatures. C'est formidable. Bon. Admettons. Quelle est l'utilité pour le système d'un Asselineau? Parce que pour moi, enfin, ça c'est mon opinion personnelle. Pour moi, Asselineau, il est un sous-marin du système. C'est-à-dire quelqu'un qui travaille pour le système. De quelle manière? C'est quelqu'un qui ne fera pas 1%. Pour ceux qui votent pour lui, c'est comme si ils ouvraient leurs fenêtres et ils jetaient le bulletin de vote dehors. C'est-à-dire, c'est un bulletin de vote pour rien. Voilà. Asselineau ne fera pas 1%. C'est comme ça. Voilà, j'y peux rien, mais on se retrouvera au soir du premier tour et on verra. Voilà. Donc, je le dis clairement, il fera même pas 1%. Bien. Donc, si Asselineau voulait vraiment défendre les idées de souveraineté, comme il dit, sortir de l'euro, etc., il y a un parti, je sais pas que j'ai une sympathie pour ce parti, d'ailleurs, enfin bon, ça c'est une autre histoire pour qui je vais voter, moi je ne vote pas, bon. Mais il y a un parti en France qui a un discours sérieux, cohérent, volontariste. J'ai écouté le directeur du programme économique
du Front National, parce qu'il s'agit du Front National, qui a fait une revue de presse avec Jovanovic, Pierre Jovanovic. Donc je vous invite à la regarder, elle est très intéressante, d'ailleurs je l'ai mis sur mon mur. Je l'ai mise aujourd'hui. Je vous invite vraiment à la regarder. J'ai beaucoup de respect pour Pierre Jovanovic et pour ce monsieur, je connais pas, enfin je n'ai pas retenu son nom, qui est le directeur du programme économique du Front National. C'est un programme sérieux, cohérent et qui sortirait la France vraiment de l'ornière où elle se trouve. Le Front National est crédité de 25 à 30%. Donc c'est un parti qui a des chances. Si Asselineau voulait sincèrement la souveraineté de la France, l'indépendance de la France, la sortie de l'euro, il aurait pu négocier avec le Front National. Or, il ne fait que lui taper dessus. Je regrette de vous décevoir, Zohar Attari, mais j'ai le droit de m'exprimer mon opinion, et vous la vôtre aussi. Ah, mais il dénonce, mais pour rien. Je vais vous dire pourquoi il dénonce, Asselineau. Au lieu d'apporter ce 1% qui va se porter sur lui, moi, ce qui me fait de la peine, moi, je connais personnellement, je suis allé dans une ville de province qui m'ont invité pour... Bon, Pépito, je n'ai pas dit de voter pour l'EFN, je regrette. Ouvrez votre intelligence si vous en avez, d'accord? Voilà. Moi, je ne vote pas. Donc, c'est pas la peine de faire de l'amalgame. Si vous n'êtes pas capable de comprendre le français, vous pouvez aller ailleurs, d'accord? Voilà. Moi, je ne vote pas. Et je n'ai aucune sympathie pour aucun parti, mais je dis une chose, que le FN, j'ai entendu le programme économique, il a un discours cohérent. C'est le seul qui peut éventuellement sortir là. De toutes les façons, pour moi, le FN n'a aucune chance en France dans la situation actuelle. Mais quelqu'un qui milite pour la souveraineté, comme Asselineau, si au lieu de taper sur le FN, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a ses 500 voix, et c'est pour ça qu'il a cette marge de manœuvre. Moi, je trouve qu'il a quelques milliers d'adhérents, qui sont de très bons militants, j'en ai rencontré. Écoute, je vais revenir après sur les autres candidats. J'en ai rencontré. Ce qui me fait mal au cœur, c'est que ces gens très sérieux se donnent à fond pour un candidat qui n'aura même pas 1%. Voilà, c'est ça le drame. Et on soustrait ses énergies à créer un parti qui aurait des chances. Moi, je suis pour la souveraineté de la France et l'indépendance de la France. Bon. Personnellement, je pense que les élections, je suis de plus en plus convaincu, c'est pour ça que j'ai arrêté de voter. Les élections sont faites. Les élections, c'est un théâtre. C'est une comédie qui se joue tous les 5 ans. Voilà. On dit aux gens, voilà, programme ceci, problème cela. Oh, écoutez, Zora, je ne roule pas pour le FN, allez vous faire foutre. Enfin, bon, ça va quoi, ras-le-bol. Non, mais enfin bon, ça n'a pas d'importance. On ne peut rien contre la bêtise et la connerie humaine, il n'y a rien à faire. Vous savez, moi, j'ai fait Sciences Po en 67-68. Bon, j'ai assisté à des dizaines de campagnes électorales, même quand j'étais au Maroc, je les suivais par le Monde, etc., enfin par les journaux, etc. Et je suis arrivé à la conclusion suivante. Les élections sont une pièce de théâtre qu'on joue tous les 5 ans.
pour convaincre les électeurs, le peuple français, en tout cas 2/3 du peuple français, à accepter la légitimité d'un maître sur lequel ils n'ont aucun pouvoir. C'est-à-dire, vous élisez François Hollande, qui vous dit, moi, mon ennemi, c'est la finance. Et donc les gens se disent, mon Dieu, bon, je vais lutter contre le chômage, mon ennemi, c'est la finance, etc. Alors les gens se disent, bon, très bien, je vais voter pour lui. Sauf qu'ils sont piégés. Ils sont piégés pourquoi? Parce que une fois élu, il fait ce qu'il veut et il ne fait pas du tout ce qu'il a promis. Et le peuple français, quel recours il a? Rien. On lui dit, bah, vous attendez 5 ans. En fait, on est piégé. Le peuple se laisse piéger. Donc, en fait, tout ce cinéma qu'on fait, c'est-à-dire le système, il a 5 ou 6 candidats. Parce que pour moi, je vais vous dire, tous les candidats se ressemblent. C'est-à-dire, tous les candidats sont des candidats du système. Que ce soit Mélenchon, il ne faut pas vous faire d'illusions. Hein. Si Mélenchon est élu, il ne fera pas grand-chose. Rien, pas grand-chose. Voilà. Hamon, Macron, Fillon, Marine Le Pen, je vous dis, elle n'a aucune chance. Je ne la compte pas parce que le système entier se mettra contre elle au 2e tour. Et même si elle arrivait, le système, regardez ce qui s'est passé en Grèce avec Tsipras. Le système a tellement de moyens d'étrangler la France économiquement, financièrement, etc. Enfin bon, mais ça c'est une autre histoire. Donc en fait, on propose aux gens, on leur dit, alors par exemple aujourd'hui, Hamon a présenté son programme. Donc à la télévision, on dit, il a dit ceci, il a dit cela, etc., etc. Enfin, mais des programmes, mais il y en a eu tout le temps des programmes. Je vous pose des questions. Est-ce que l'éducation est meilleure aujourd'hui qu'il y a 20 ans? Est-ce que les inégalités sont plus profondes aujourd'hui qu'il y a 20 ans? Est-ce que la santé marche mieux aujourd'hui qu'il y a 20 ans? Bon, vous connaissez les réponses. Donc, à quoi ont servi toutes ces élections? À quoi ont servi tous ces programmes électoraux? Alors voilà, c'est pour ça que moi, je veux dire, philosophiquement, éthiquement, je n'ai pas du tout envie de me choisir un maître. Voilà. Je sais qu'il y aura un président qui sera élu et qui dirigera, et je serai obligé de me soumettre parce que ils détiennent la justice, la prison, etc. et les amendes. Donc je me soumets. Mais éthiquement parlant, moralement parlant, je me refuse à donner une voix pour me choisir un maître qui me trompera forcément. Voilà. Les politiques trompent les gens forcément. Tous les politiques trompent. J'ai vu cette semaine, c'est dommage, j'aurais dû la retenir, il y avait une phrase de George Orwell sur les discours politiques, qui sont mensongers par définition, par essence. Voilà. Et c'est pour ça que c'est pas parce que Asselineau ou d'autres tiennent des discours qu'il faut foncer tête baissée. Voilà. Il faut imaginer ce qu'il y a derrière, et ce qu'il y a derrière, c'est le système, c'est-à-dire la domination bancaire, la domination des banques, la domination des groupes de pression. Regardez pas, l'Europe, elle adopte des lois. Est-ce que la France n'est pas souveraine? 80% des lois qui sont adoptées en France viennent de l'Europe. Or, ces lois, l'Europe, il y a 2000 lobbies à Bruxelles qui, à chaque fois qu'on veut adopter, regardez par exemple les lobbies alimentaires, les lobbies sur les pesticides. Enfin, ils font ce qu'ils veulent. Le peuple, il est là pour se soumettre de plus en plus à ce libéralisme mondial. Vous savez, il ne faut pas vous faire d'illusions. De toutes les façons, je vais vous dire,
il y aura un président qui s'appellera soit Macron, soit Fillon. Bon, il faut pas... c'est pas du tout un choix personnel, hein, loin de là. La gauche est divisée. Bon, après tout, bon, c'est-à-dire Hamon et Mélenchon, à eux deux, ils auraient pu faire 25% et être au deuxième tour. Seulement, il y a un seul poste pour 2 personnes. Donc, aucun ne peut céder. C'est normal. Ni Hamon ne peut pas céder, Mélenchon ne peut pas céder. Donc, ils vont se diviser et ils vont être éliminés. Et le tiercé de tête, à peu près tel qu'on peut l'imaginer aujourd'hui, c'est Marine Le Pen, Fillon ou Macron. Bon. Personnellement, je pense, donc je m'engage comme ça, enfin, je pense que Macron va se dégonfler un peu et Fillon va remonter un peu. Et donc, il est probable, enfin à mon avis, il est probable que sauf si on lui sort des trucs encore, bon, on ne sait pas. Hein. Et c'est ça aussi, c'est que Fillon, le système ne le veut pas. C'est-à-dire, il fera tout pour lui barrer le chemin. Pourquoi? Parce que Fillon, il n'est pas totalement libéral. Il a des réserves sur le mariage homosexuel, sur la GPA. Il est plus proche un petit peu de la Russie. Il s'accroche encore à des valeurs que le système libéral veut détruire. Le système libéral veut détruire la famille. C'est la théorie du genre. Il veut qu'on fasse des enfants dans les ventres des femmes indiennes, etc., etc. Et Fillon s'y oppose. C'est pour ça qu'on lui a sorti ses affaires. La justice en France est entre les mains du pouvoir. Et ça a toujours été le cas. Si vous ne me croyez pas, je vais vous raconter une histoire. Dans les années 90, dans la région d'Île-de-France, les 4 partis politiques, le Parti communiste, socialiste, je dis bien racketter, le racket mafieux, racketter les entreprises qui construisaient les collèges et les lycées. Ces sociétés-là devaient leur donner 2% du chiffre d'affaires. Les 4 partis politiques ont racketté 100 millions d'euros, 600 millions de francs. Lorsque les Verts ont été élus au conseil régional, on leur a dit, bon, vous avez, mettons, 5%, vous allez avoir 5% du pactole. Et les Verts sont tombés des nues. À l'époque, ils étaient encore très purs. Vous savez, c'était encore la belle époque pour les Verts. Aujourd'hui, bon, c'est fini, hein. Ils sont comme les autres. Mais enfin, bon, un peu moins pire. Et donc, les Verts se disent, mais c'est pas possible, on ne peut pas entrer dans ce racket. Et ils ont dénoncé le système. Très bien, d'accord? Donc, c'est un truc, une affaire ficelée. Il n'y a rien à... Enfin, je veux dire, les preuves étaient là, hein, tout était là. Donc, on aurait pu quasiment juger les gens, enfin, au bout d'un mois, 3 mois. Vous savez, la justice a attendu, alors tenez-vous bien, 15 ans pour les juger. D'accord? 15 années. Voilà. Et après 15 années, bon, il y en a qui étaient morts, il y en a qui... On a dit, bon, allez, 3 mois avec sursis, enfin bon, voilà. La justice en France, quand il s'agit des affaires sensibles comme ça, elle est entre les mains du pouvoir. Donc le pouvoir a tenté de couler François Fillon. C'est pas que j'ai de la sympathie pour François Fillon, j'ai aucune sympathie. De toute façon, je n'ai aucune sympathie pour tous les hommes politiques. D'accord? Voilà. Alors, pour moi, un homme politique, c'est quelqu'un qui cherche le pouvoir, pour le pouvoir et pour les privilèges qu'il donne. Voilà. Mais je reconnais une chose, c'est que Fillon, on a essayé de l'assassiner politiquement. C'est-à-dire, on a sorti l'affaire et tout de suite, le tribunal, enfin,
il s'est précipité pour le convoquer. Enfin, mais et la justice en France, enfin bon, l'affaire Boulin qui a été assassiné, on a dit qu'il s'est suicidé, noyé dans 20 cm d'eau. Enfin, voyons, enfin, je veux dire, la justice en France, c'est... Enfin, vous savez, il n'y a pas la corruption, comment dire, ouverte et brutale qu'il y a dans un pays maghrébin, par exemple. Mais elle est aussi corrompue, sinon plus, parce que tout se passe derrière les rideaux. Donc Fillon, on a essayé de l'abattre. Bon. Pour le moment, on n'y est pas arrivé. Donc il est possible, pour moi, je pense que maintenant, il va remonter la pente. Enfin bon, en tout cas, entre Macron et Fillon, la différence est de 2 ou 3 points. Donc Macron, c'est le système qui a gonflé. Il a gonflé artificiellement, mais bon. Donc, l'un des deux qui sera face à Marine Le Pen, puisque Marine Le Pen sera probablement au deuxième tour, le système entier va se mettre contre elle. Et vous savez ce que c'est le système? Moi, j'ai assisté à ça en 2002, quand Chirac a été opposé à Jean-Marie Le Pen. C'était de la folie. Enfin, je veux dire, on ne pouvait pas... mais, vous savez, je vais vous dire, je ne sais pas si vous connaissez ces trucs-là. Par exemple, le système déteste Trump. Voilà, le système a décidé que Trump, c'est mauvais. Bon. Donc, chacun doit aller de son petit truc contre Trump. Évidemment, puisque vous voulez être bien vu en France, il faut dire quelque chose contre Trump. Alors, la dernière truc que j'ai entendu, c'était incroyable. Excusez-moi, j'ai pas le temps de lire les messages, je suis désolé. Il y avait une émission de, vous savez, un type qui fait un peu enfin pas les variétés, c'est-à-dire actualité, variété, samedi soir, enfin j'ai oublié le nom, mais enfin, et très très connu, enfin bon, samedi soir sur la 2, je crois. Je l'ai pas regardé, mais j'ai vu après les répercussions. Donc il y avait cette, comment elle s'appelle, cette femme, Foresti, voilà. Et il lui demande, Foresti, est-ce que vous avez jamais eu envie d'assassiner quelqu'un? Bon, après tout, vous savez, moi aussi, des fois, je me dis, ah, je l'aurais bien tué celui-là ou celui-là. Enfin, je veux dire, on a toujours eu des envies de meurtre. Bon, qui ne les a pas eues. Et donc, elle a dit, ah non, 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 jamais. Ah, si, Trump. Enfin, voilà, mais c'est complètement, mais c'est débile. Voilà, donc, quand le système se met en tête d'être contre quelqu'un, il faut que tous ceux qui veulent passer à la télévision, qui veulent avoir un rôle au cinéma, je sais pas moi, si vous voulez jouer au football, enfin je sais pas, il faut être contre Trump, voilà. Et donc Marine Le Pen, quand elle va arriver, enfin si elle arrive au deuxième tour, ce que je crois, il y aura une telle levée de bouclier contre elle. Bon, de toutes les façons, je ne crois pas que les Français, en 2017, soient prêts à sauter le pas pour voter Marine Le Pen. Voilà, et qu'on ne tire pas une conclusion, quelle qu'elle soit, de ce que je dis. Je ne prends parti pour aucun parti politique. Voilà. Pour moi, je les mets tous sur le même plan. Donc, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne soutiens aucun parti, je ne vote pas personnellement, et chacun peut faire ce qu'il veut, c'est tout à fait naturel, voilà. Donc là, il y a un échange, après je prendrai, comment dire, connaissance de vos messages. Maintenant, oui, puisque c'est dans le même ordre d'idée, de qui ça est là, si Valls retourne sa veste pour Macron, ce qui est normal pour un traître, comment définir des partis? Je n'ai pas très bien compris, mais je vais essayer de... En fait, Macron, c'est, disons, c'est le candidat en sous-main de François Hollande. Voilà. C'est-à-dire que
le Parti socialiste montre son vrai visage. En fait, Hamon, c'est un peu une nostalgie d'un vieux parti socialiste qui s'occupait encore des ouvriers, des pauvres, etc. Mais c'est plus le cas. Depuis Mitterrand, le Parti socialiste, d'ailleurs c'est une honte qu'il s'appelle le Parti socialiste, et probablement il va changer de nom. C'est-à-dire que Hamon va recevoir une veste, il va finir troisième, enfin non, quatrième ou cinquième, donc il va être décrédibilisé, et Valls viendra prendre le pouvoir. Et va dire, bon, on va plus s'appeler socialiste, on va s'appeler social-libéral ou démocrate social, ou je sais pas quoi. Et à mon avis, Valls prendra le pouvoir. Enfin, prendra le pouvoir, le Parti socialiste, le parti après, et sera probablement élu en 2022. Malheureusement, mais c'est comme ça. Vous savez, pourquoi ça marche comme ça? Lisez La servitude volontaire. Je vous l'ai déjà dit. Vous allez sur YouTube et vous tapez La servitude volontaire de la police. C'est un texte magnifique. Parce que les peuples, quand je dis les peuples, ça veut dire les 2/3 des peuples, les 2/3 du peuple français, sont serviles, cons, et ils ont l'élément dans leur ADN de la soumission. Ils veulent un maître, et un maître qui les trahit. Vous proposez au peuple français, proposez-leur un candidat honnête. Par exemple, comme il y avait Eva Joly en 2012. C'est une femme qui n'a jamais trempé dans les magouilles politiques, etc. Vous savez ce qu'on disait à l'époque? Enfin, pour ceux qui se rappellent, on disait, oh là là, elle porte des lunettes rouges. C'est hallucinant. Vous savez, les gens ne votent pas avec leur tête. Bon, je ne vais pas vous dire à quoi ils font référence quand ils votent, mais vous imaginez, d'accord? C'est pas avec leur tête, c'est un peu plus bas que leur tête. Voilà. Ils veulent le citoyen ordinaire, ça veut dire les 2/3 des citoyens veulent un maître qui les, comment dire, et plus il est voleur, il est gangster, et plus il l'aime quelque part. C'est une espèce de rapport sadomaso. Voilà. Et donc, ce qui se passe, c'est que je pense que Hamon est un peu une espèce de, comment dire, d'appareil. Enfin, on dit que la bête bouge encore. Voilà. Le Parti socialiste. En fait, les gens de gauche devraient aller vers Mélenchon. Et d'ailleurs, je dis que François Hollande, il n'a pas du tout envie de voir Hamon. Et d'ailleurs, des fidèles de François Hollande, quand vous avez Le Drian, qui est le fidèle des fidèles de François Hollande, qui va rejoindre Macron. Bon, vous savez, Le Drian n'aurait jamais fait ça sans l'aval de François Hollande. Donc François Hollande envoie les messages aux socialistes pour leur dire, bon, quittez le navire maintenant, c'est fini le Parti socialiste, voilà. De toutes les façons, vous savez, nous allons de plus en plus vers une société libérale, économiquement parlant, c'est-à-dire on détruit le système de santé, le code du travail, tout va devenir précarisé, ubérisé, on dit maintenant, voilà. Regardez les gens qui sont soumis au RSI, le régime social des indépendants. Je ne sais pas si vous connaissez cette dame qui s'appelle Benamou, je crois, qui a écrit un livre. Elle est sur le site de Pierre Jovanovic. La kleptocratie, je crois, française. Comment des millions de Français qui payent le RSI se font dépouiller. Nous vivons dans un système mafieux. Voilà. Et
tous les politiques s'en tirent bien. C'est-à-dire qu'en fait, à partir d'un certain niveau, c'est des gens qui vivent... Enfin, mais regardez Fillon, combien d'argent a gagné ça? Enfin, sa femme, c'est par centaines de milliers d'euros, par millions. C'est ça les politiques. Pendant que les Français triment avec 1200, 1500 euros, enfin, mais voilà. Mais en fait, tous ces gens-là s'entendent. C'est-à-dire droite et gauche, c'est ça qu'il faut comprendre. S'entendent entre eux pour vivre, bien vivre, et piller le système, et le vider de sa substance, et obéir aux ordres qui viennent de l'Amérique, des banques, d'Israël, du sionisme, etc., etc. Voilà. Et tout ce cinéma, moi, ce que je veux dénoncer, c'est ce cinéma qu'on offre aux gens. Voilà. On veut en fait, on veut légitimer. Vous savez, pour moi, la démocratie représentative, c'est une arnaque extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fait, bon, bien sûr, de temps en temps, il y a un gouvernement qui apparaît, enfin bon, je sais pas, bon, par exemple la période de De Gaulle, etc. Mais finalement, on finit par entrer dans le rang, malheureusement. Prenez François Mitterrand, par exemple. François Mitterrand, pour moi, c'est le plus grand salaud politique que la France a jamais produit. Parce que il a été élu pour changer la vie. Et il y avait les Français ont eu une énorme confiance pour lui, parce que, enfin, il disait que, enfin, etc. Et en 81, il a pris quelques mesures, et en 83, il a commencé, c'est avec lui que tout a commencé, la dérive. Les privatisations, la destruction de la sidérurgie, de l'agriculture, enfin tout, la financiarisation de l'économie, Maastricht, l'euro, enfin, c'est le plus grand salopard politique, parce qu'à la limite, quelqu'un qui est à droite, une vraie droite, un conservateur, bon, j'admets après tout, mais lui, il se présente comme, enfin, il se présentait comme un homme de gauche, ça veut dire socialiste, etc. C'est abject ce qu'il a fait. Donc en fait, voilà, c'est un jeu. C'est-à-dire, voilà ce qui va se passer. Il y aura un gouvernement, mettons par exemple Fillon-Macron. Comme j'ai dit, ce sera un des deux. Bon. Dans les 6 mois qui vont suivre, exactement, Bouchra, vous avez raison. Il y a Mitterrand, il y a eu des suicidés, entre guillemets, qui sont... Enfin, bon. Mais bon. Et donc, au bout de 6 mois, on va dire, oh là là, quelle connerie on a faite, oh là 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 là. Et donc, les Français vont se plaindre pendant 4 ans. Comme ils l'ont fait sous Sarkozy, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et après, sous Hollande. Oh là là, quelle connerie. Sauf que, comme je vous ai dit, en France, une fois élu, on lui dit, bah tant pis, hein, c'est comme ça, c'est pour 5 ans. Et c'est marrant parce qu'en fait, rappelez-vous, quand Morsi a été élu en Égypte, démocratiquement, hein, par une majorité claire et nette. Bon, il y a eu des manifestations, c'est vrai, en Égypte. Mais enfin, bon, il y a eu pas mal d'armes. Vous savez comment on organise les manifestations ici, hein? Bon. On a organisé la pénurie en économie, etc. Puis il y a eu des manifestations. Et comme par hasard, les médias occidentaux ont dit « Oh là là, Morsi n'est pas populaire, c'est normal, il faut respecter le désir du peuple qui veut changer, regardez les manifestations, etc. » Ce qui est bon pour les bougnoules ne l'est pas bon pour la France. C'est-à-dire les bougnoules, oui, à partir du moment où ils manifestent, d'accord, on vous change, on vous permet de changer de gouvernement. Mais en France, 90%
des Français étaient contrôlantes, mais ah non, ça ne se fait pas. C'est la démocratie. La démocratie, voyons. N'est-ce pas? Attendez 5 ans avant de recevoir une autre tannée, et après, vous en aurez pour 5 ans. Donc, ce qui va se passer, c'est que, enfin, probablement, enfin, à mon avis, vous savez, j'ai tellement vu d'élections que vraiment, pour moi, c'est vraiment une pièce de théâtre qui recommence, et je regarde ça avec une espèce de gourmandise, comment dire, une drôlerie, parce que moi, chaque fois, je me dis, mais comment on fait pour, comment dire, arnaquer les gens? C'est ça, moi, je trouve ça formidable. Enfin, formidable, c'est-à-dire, comment des millions de gens, voilà, vous faites le test. Combien de Français sont capables, sauf s'ils sont atteints d'Alzheimer, combien de Français sont capables de vous dire les yeux dans les yeux, les hommes politiques travaillent pour le peuple, ils n'ont aucun intérêt personnel, ils se dévouent coréens, ils ne recherchent aucun intérêt, vraiment, ils vivent modestement. Il n'y en a pas beaucoup, hein. D'accord? Vous ne trouverez pas beaucoup de Français qui disent ça. Bien. Et pourtant, au moment du vote, enfin, à mesure que les élections approchent, ils se dirigent vers ces partis qu'ils détestaient, qu'ils insultaient, qu'ils haïssaient. Vous savez, l'être humain, il est bizarre. Je crois qu'il ne faut pas chercher. Enfin, au départ, on cherche quelque chose qui est un lien avec la raison, l'intelligence, et on se dit, mais pourquoi quand même? Pourquoi on n'essaie pas? Oui, exactement. Oui, très bien. Oui. Après tout, pourquoi on n'essaie pas, enfin, un petit. Vous savez, des fois, je rêve, enfin, mais bon, je rêve, par exemple, vous savez, ici en France, il y a des hommes politiques qui ont des fiefs. Voilà. Genre, par exemple, Juppé Bordeaux, il est là depuis 20 ans. Il y avait Defer à Marseille, après c'est Gaudin à Marseille, il est là 20 ans, 30 ans. Mauroy à Lille. On dirait des gens inamovibles, voilà, des seigneurs. Bon. Et je me dis, mais enfin, les gens, enfin, je ne sais pas, ils n'ont pas le sens de la dérision, de l'humour. Par exemple, imaginez un Juppé à Bordeaux, aux élections municipales et législatives, il a 2%. Il y aura un éclat de rire extraordinaire à travers la France. Pourquoi les gens n'ont pas le sens de l'humour et de la dérision? Voilà, moi ça me fait quand même, vous savez, c'est Coluche a dit, si les élections servaient à changer les choses, vraiment, jamais on les aurait permises, c'est évident. Voilà, les élections, c'est fait pour... évidemment, moi je parle pour la France, lorsqu'il y a eu le printemps arabe en Égypte et en Tunisie, j'étais très heureux que ces deux pays aient pu organiser des élections libres et démocratiques et ouvertes, où le peuple s'est exprimé vraiment. Mais on ne peut pas comparer. Parce qu'en fait, là, on a demandé, le peuple n'a jamais eu l'occasion de s'exprimer. Ici, en France, il s'exprime tous les 5 ans aux élections communes, enfin municipales, etc. Mais en fait, c'est, par exemple, quand il y a eu des partis extrémistes, entre guillemets, par exemple, le Parti communiste, qui voulaient, enfin, apparemment, qui voulaient changer véritablement le système. Bon. On l'a plus ou moins encadré, on l'a espionné, enfin, on a cherché tous les moyens
de le contenir. Et on y est arrivé. Et puis, Mitterrand est venu, lui a donné le coup de grâce en s'alliant avec lui. Et donc, en fait, c'est une dictature. Bon, d'abord, c'est vrai que c'est difficile dans un pays européen. Et puis, ça demande, c'est trop d'énergie. Il vaut mieux faire en sorte que, c'est vrai, il y a quand même un niveau, il y a des livres qui sont écrits, il y a des universitaires qui font leur boulot, encore que le système a des moyens subtils pour contrôler le travail. Par exemple, vous savez pourquoi Jean-Claude Michéa, vous savez qu'il est prof dans un lycée. Je ne sais pas s'il l'est toujours, mais en tout cas, pendant des années, il était prof dans un lycée. Et comme il a publié des livres, etc., bon, on lui a proposé d'enseigner à l'université. Il a dit non. Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait dit, c'est lui qui l'a expliqué, il a dit « je perdrai ma liberté ». Parce que en tant que prof au lycée, j'ai des droits. On ne peut pas me renvoyer sauf si, etc., etc. Voilà. J'ai un statut qui préserve mon indépendance d'esprit. Voilà. À l'université, non. Et donc, il y a toujours moyen de contrôler, etc. Par exemple, lorsque vous avez Emmanuel Todd, qui a écrit un livre sur